Ce matin de printemps, vous vous envolez de Roissy, un peu perdu en contemplant le travelling du damier francilien par le hublot. Soudain, tout s'oriente. Une grande croix est gravée sur le sol. Tiens, mais c'est Versailles. Et là, Marly. Et au-delà, cette campagne qui se fraye un chemin depuis l'horizon, a-t-elle un nom? Vous vous êtes promis d'y faire une balade. Attention, ce lieu est une machine à remonter le temps. Votre carte au 25 millième se transforme en une naïve esquisse où Versailles n'est qu'une obscure bourgade de 300 âmes, dont le nom en très vieux français signifierait le temps des labours, des terres versées, comme on dit les semailles. Et ce qui vous entoure n'est pas encore une plaine sur les cartes anciennes, mais un val où le petit rue de Galie a longtemps espéré avoir le dernier mot. Mais l'histoire s'est infléchie le 24 août 1607. À 6 ans, le dauphin de France découvre ce territoire pour sa première chasse. Coup de cœur, devenu roi, Louis, 13e du nom, achète les 3 hectares de sa garenne de Versailles et décide en 1623 d'y édifier un petit château sur une butte venteuse, puis un parc dont il va fixer l'orientation générale avec son jardinier Jacques Boisseau. Les innovations ne font que commencer. Vous connaissez la suite. Le roi Soleil, grand bâtisseur devant l'Éternel, une France centre du monde occidental et au service d'une Dream Team de génies non moins génialement repérés par Fouquet. Des milliers d'ouvriers, des matériaux précieux, des terrassements gigantesques qui vont, au miracle, nous laisser la beauté en héritage. Et en prime, ce que l'on appellerait de nos jours une ville nouvelle. Vous l'avez deviné, la vraie maîtresse de Louis XIV, c'était sa campagne, sublimée en parc, parée de pierres précieuses, de plomb et bronze dorés emperlés d'eau. Et quand l'eau ne répondit plus assez à la demande, on somma les académiciens d'arpenter les moindres pentes ou aller la forcer à dévaler, ou même à remonter, dût-il en coûter le tiers du budget du domaine. Et on embrasait bassins, châteaux et villes aux grandes dames de ce pingre de messire Colbert. Mais venons-en à ce bon monsieur le nôtre, qui a brodé, toiletté, tiré Versailles au cordeau. Comme son maître, il voyait grand, perspective infinie, allée royale, canaux démesurés.
pardonner cette parenthèse, a-t-il inspiré Ferdinand de Lesseps, né à Versailles? Ses successeurs ont collectionné ici avec passion des trésors botaniques et inventé les moyens de les sauvegarder, telle cette colossale orangerie au double vitrage précurseur. Jean-Baptiste de la Quintinie mérite pareillement l'admiration. Cet ancien avocat abandonna le barreau pour se consacrer à l'horticulture et transforma un marécage pestilentiel en corne d'abondance. Des primeurs, des figues 8 mois de l'année, des ananas pour la table du roi. La dynastie des Lenormand lui succédera avec bonheur, à l'ombre d'une cathédrale toute récente dans le paysage. Plus tard, Hardy sauve le potager d'un projet de gare de marchandises et crée l'Horty, école de référence, relayée maintenant par l'École nationale supérieure du paysage. Le potager du roi de nos jours est bien à l'étroit. Quelques hectares de l'autre côté de la pièce d'eau des Suisses, par exemple, contribueraient à ce qu'il puisse se développer durablement. Les souverains se sont aussi intéressés à la faune. La ménagerie abritait, entre autres, reptiles, autruches, rhinocéros et même un éléphant. Mais la grande affaire, c'était la chasse, le plaisir royal. Le cheval portait une civilisation et rien n'était trop beau pour lui. Les chiens faisaient aussi partie des indispensables. Les meutes royales en comptaient plus de 500. Notre territoire se prête encore plus que jamais à l'hébergement des chevaux et aux activités équestres des plus éducatives aux plus acrobatiques. Vous appréciez sûrement les majestueuses allées cavalières ou les châtaigniers monstrueux de la forêt de Marly. Mais il ne faut pas ignorer d'autres arbres remarquables, comme ce platane géant planté par Diane de Poitiers, ou les arbres de Trianon, tout au moins ceux qui ont résisté à la tempête de Noël 99 ou à la canicule de 2003. Et vous aurez beaucoup de plaisir à explorer l'arboretum de Chevreloup, conservatoire d'une ampleur unique en Europe. Vous allez volontiers au bout du monde faire du tourisme. D'accord, il faut avouer qu'ici on néglige parfois d'élaguer les taillis devant les tables d'orientation. Mais reconnaissez que vous avez été charmé par votre balade le long du rue de Galie. Par ses vallonnements aux lignes pures, par ces ciels immenses, par ces rencontres nées à mufle. Et puis ce riche patrimoine bâti que vous ne soupçonnez pas. Et même cette minuscule mairie, école, poste, qui vous réconcilie avec la vie mieux que les tours de Shanghai où vous étiez hier encore. Vous avez aussi perçu la richesse nourricière de cette terre, dans la plaine comme sur le plateau, de ce limon précieux qui porte fruits et grains. Vous avez assez survolé de terres arides pour savoir qu'au moins celles-là, il faut les exploiter de manière exemplaire. Nos aïeux savaient soigner leurs jardins, et nos derniers rois attachaient bien plus d'intérêt aux travaux botaniques de Jussieu ou de Richard qu'ils ne s'inquiétaient des frivolités d'une jeune reine. Une des grandes chances de la plaine de Versailles aura été la création de l'Institut royal agronomique de Grignon en 1826,
devenue récemment AgroParisTech après sa fusion avec l'ENGREF et l'ENSIA. Elle est à l'origine d'innombrables innovations, notamment sur les engins agricoles. Aujourd'hui encore, les enseignants et chercheurs bénéficient d'une ferme expérimentale de 600 hectares en culture, très ouverte au milieu urbain, impliquée dans le projet Grignon Énergie Positive, en lien avec le Musée du Vivant et avec les unités Grande Culture de l'INRA. Un gage d'excellence scientifique en support du projet Leader dont va bénéficier la dynamique du territoire, avec l'aide de la région et de l'Europe. L'enseignement des sciences dites naturelles ne se limite pas aux grandes écoles. L'initiation, du primaire au lycée, se fait parfois jusque dans le parc. Les fermes, souvent anciennes possessions royales, ponctuent la plaine et le plateau. Bien des bâtiments souffrent d'une désadaptation aux besoins modernes et vous ne serez pas surpris de voir leur destination changer. Par exemple en clubhouse comme à Saint-Nom, ou à l'inverse, en grande exploitation diversifiée comme à Galy-Volusseau, remise de ses ruines des années 40. Et vous apprécierez que les produits du sol viennent directement à vous. Une nouvelle génération d'agriculteurs vous les propose. On a pu le mesurer à Grignon ces dernières années lors des prémices de la fête de la Plaine. Ici est né un certain art de vivre, où l'excellence s'impose, noblesse oblige. Et tant mieux si vous êtes quelque peu copié au alentour. Pour ces millions de visiteurs, Versailles demeure un haut lieu synonyme de perfection et d'innovation. En témoignent entre autres ces quelques prestations festives, parfois de grande pureté classique, mais le plus souvent très originales. Rien ne remplace l'implication des habitants eux-mêmes. Vous serez le bienvenu en renfort d'un tissu associatif extrêmement motivé, attaché à la mise en valeur du territoire, à la défense de l'environnement, à la prise de conscience du patrimoine historique, et en premier lieu de ce grand parc de chasse et des domaines royaux qui ont si fortement contribué à limiter une urbanisation anarchique du sud-ouest parisien. Toutes ces forces vives contribuent à la vocation rassembleuse de l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Alluets, dont le logo va être partagé par plus de 130 000 habitants. À l'orée de la plaine, heureusement protégée au titre des sites depuis l'an 2000, vous avez peut-être noté cette étonnante zone inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Un chemin d'exploitation rurale. Oui, mais quel chemin! Le souvenir presque oublié de la plus grande perspective d'Europe, chef-d'œuvre de Lenôtre et de Louis le Grand. Mais les idées géniales ont la vie dure, et peut-être serez-vous invité un jour prochain à sa nouvelle inauguration, à l'ouest comme à l'est du château. Il reste maintenant à sauvegarder et à développer tout à la fois ce territoire d'exception, environné d'espaces urbanisés, porteurs eux aussi de grandes ambitions pour l'avenir de la région capitale. Les études abondent, les actes vont suivre, ils sont d'ores et déjà engagés. Puisse ce trop rapide survol, cette évocation bien incomplète, vous donner envie de suivre de près, voire de participer à cette belle aventure.